faire une petite prière pour appeler l'assistance des bons esprits, des anges gardiens, tous ces bons esprits que Dieu nous envoie en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous guider, pour nous orienter, pour travailler un peu la voie de notre conscience, se rendre compte quand on est sur le bon chemin et quand on n'y est pas, et ainsi nous faciliter l'avancement, l'évolution, devenir chaque jour un peu meilleur. Et donc, nous sommes nous remercions immensément pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, pour pouvoir étudier ces questions de l'univers, de la matière, de l'esprit, des évolutions de l'âme, que nous puissions mieux comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Alors, attendez, il faut que j'affiche la salle d'attente. Voilà, il y a encore 2 personnes. Voici. Donc, vous voyez le programme à l'écran. On est le 18 mai. On a attaqué la semaine dernière le module numéro 6, qui parle de la pluralité des mondes habités. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Est-ce qu'il n'y a que la Terre qui est habitée ou pas? On a vu aussi, la semaine dernière, on a surtout vu le début, ce fameux fluide cosmique universel qui est à l'origine de tout, par ses différentes combinaisons. C'est la fameuse théorie de la grande unification tant recherchée par la science depuis très longtemps, depuis Einstein ou même avant. Les esprits sont venus nous enseigner l'existence et la présence de ce fluide qui, par ses différentes transformations, constitue tout ce que nous connaissons sous la forme de matière, sous la forme de semi-matière, sous la forme de semi-matière, donc est la matière spirituelle, si on peut dire comme ça. Nos solars, par exemple, les bâtiments, les aérobus, c'est des condensations du fluide cosmique universel. Et donc, il y a aussi le principe intelligent qu'on appelle l'esprit. Ce sont les constituants de l'univers. Et donc là, aujourd'hui, on va voir le module numéro 2, où on va parler un peu plus on va revenir un peu sur Terre, après être parti dans l'univers, pour parler de la Terre, et puis de voir un peu comment se produit, comment s'est produite l'évolution sur la Terre depuis sa création. Donc il y a, si je ne me trompe pas, le chiffre m'échappe. Donc l'univers, c'est 15 milliards d'années, le Big Bang, et la Terre, si je me rappelle bien, c'est 5 milliards d'années. Mais bon, voilà, que la Terre s'est formée. Et donc on voit à peu près, et donc on voit qu'au début, il n'y avait que du minéral, et petit à petit, il commençait à y avoir du végétal, ou des êtres vivants monocellulaires. Et ensuite, il y a eu des animaux, d'abord dans l'eau, et ensuite qui sont sortis de l'eau, et on est arrivé à l'humain. Donc, on va voir un petit peu comment s'est produite cette évolution. D'accord? Et ce module 6, donc on aura encore un 3e cours la semaine prochaine, donc depuis la salle araignée dans le donjon de Végimont, du château de Végimont, où on parlera donc de l'incarnation dans les différents mondes. D'accord? Alors, la Terre, minéral, végétal, animal, humain, on va voir comment les mondes se sont créés, notamment la Terre. Et on va aussi caractériser les règnes de la nature, donc minéral, végétal, animal et humain, selon l'interprétation spirit, selon l'enseignement que nous ont apporté les esprits. D'accord? Alors, Alan Kardec, il parle beaucoup de ce sujet dans la Genèse. Oui, la Genèse, c'est une Genèse matérielle, Genèse spirituelle, comment se sont formés
les mondes. Et puis alors il a écrit ces chapitres en collaboration avec Camille Flammarion, hein, qui, quand il travaillait comme médium dans la Société parisienne des études spirites, avait reçu des messages, toute une série de messages signés par un esprit qui s'appelle Galilée, hein, et qui parlait justement de la cosmogénèse. Alors, il y avait scientifiquement déjà des hypothèses à l'époque, hein, sur la formation du système solaire, mais on n'était pas, encore aujourd'hui, hein, il y a une théorie qui prévaut, hein, quand vous regardez dans- sur les sites ou sur Wikipédia, une théorie qui prévaut sur la formation des mondes. Et puis c'est celle que Kardec présentait dans la Genèse. D'accord? Et donc, dans ce chapitre, dans ce paragraphe qu'on va voir, il nous dit la matière cosmique primitive, hein, donc c'est le fameux fluide cosmique universel dont on a parlé la semaine dernière, renfermait les éléments matériels, fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Donc, vous voyez, le fluide cosmique universel, comme on l'a dit la semaine dernière et c'est répété ici, par ces transformations, il forme les éléments matériels, hein, donc les atomes, les particules, qui ensuite se regroupent en molécules, etc. Hein. Fluidique, donc, fluidique, c'est le fameux adjectif dont on a parlé un petit peu la semaine dernière, hein, qu'on utilise quand on ne sait pas trop, quand il n'y a pas encore de concept. Hein, donc, fluidique, c'est de la matière du monde spirituel, donc la semi-matière, hein, qui n'est pas sous forme de particules, d'atomes, comme la matière tangible qu'on connaît et qui est étudiée par la physique. Donc, que là, Kardec emploie l'adjectif fluidique pour la qualifier. Et vitaux. Vitaux, donc on a aussi parlé du fluide vital la semaine dernière, me semble-t-il, hein, du principe vital et du fluide vital, qui est nécessaire à tout ce qui vit sur la Terre. Hein. Tout ce qui vit sur la Terre, toute vie matérielle a besoin de ce fluide vital. Sinon, la vie ne se produirait pas. Hein. Euh, le jour où il n'y a plus de fluide vital, que ce soit dans une plante ou dans un animal ou dans un humain, la vie cesse et puis c'est ce qu'on appelle la mort. D'accord? Et donc, ce fluide vital, hein, il est aussi, donc, comme on l'avait vu la dernière fois, une forme assez matérielle, hein, puisque je vous rappelle que l'être humain incarné, hein, on a du fluide vital. Hein, si le jour où on n'a plus de fluide vital, on meurt. Hein. Quand on prend l'exemple de Divaldo, hein, qui est retourné dans le monde spirituel le dimanche dernier, je pense que vous l'avez su. Hein. Et c'est son fluide vital qui s'est épuisé. Hein, donc voilà, le corps ne fonctionne plus et puis l'âme se libère de son corps physique. Et donc les esprits, dans le monde des esprits, ils ont plus de fluide vital, ils en ont plus besoin parce que donc ils sont toujours vivants, mais spirituellement, ils ne sont pas vivants matériellement. D'accord? Donc le fluide vital, je vous avais donné l'image la semaine dernière, c'est comme le carburant de la vie physique, de la vie organique, matérielle. Et donc qui lui aussi est une transformation du fluide cosmique universel. D'accord? Et donc, ce fluide cosmique universel, quand on regarde tout ce qu'on voit dans l'univers, hein, les astres, les étoiles, les trous noirs, et j'en passe, hein, et sont tous des condensations de ce fluide cosmique universel, et même ce qu'on ne voit pas, hein, c'est-à-dire le monde des esprits. Voilà. Elle est la matière féconde de toute chose, la première aïeule et qui plus est la génératrice éternelle. Hein. Comment il nous le présente, c'est vraiment à l'origine de tout, ce fluide, sauf de l'esprit, hein, du principe intelligent. La matière éthérée, plus ou moins raréfiée, qui descend parmi les espaces interplanétaires. Alors la matière éthérée, hein, on avait vu cet adjectif, donc c'est la matière qui est moins dense que la matière qu'on connaît, hein, et de la matière que pour l'instant
on n'arrive pas à détecter, que la physique n'étudie pas, que certains scientifiques nient même, hein. Plus ou moins raréfiés, donc à différents degrés, hein. Les esprits, il y a des esprits qui sont plus lourds et des esprits plus évolués qui sont plus légers, hein, qui descend parmi les espaces interplanétaires, donc elle est présente partout, cette matière. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a de la vie partout, hein. Sur Mars, on a les caméras, les robots qu'on a envoyés là-bas n'ont pas réussi à filmer les petits bonhommes verts, hein, donc il n'y a pas, apparemment pas de vie matérielle telle qu'on l'a sur la Terre, mais il y a peut-être ou même certainement des esprits sur Mars. Donc la vie y existe aussi, mais sous une autre forme, hein. Ce fluide cosmique qui remplit le monde, plus ou moins raréfié dans les régions immenses, riches en agglomérations d'étoiles, n'est autre que la substance primitive en qui résident les forces universelles, d'où la nature a tiré toute chose. Voilà. Donc le jour où la physique, où la science aura un concept de ce fluide cosmique universel, elle pourra aller beaucoup plus loin dans l'explication de la création de l'univers, du Big Bang, si tant est que Big Bang il y a eu, hein, puisque c'était encore jusqu'à il y a relativement peu de temps à peu près sûr, hein. Il y avait un consensus, mais depuis James Webb, c'est un petit peu moins sûr, hein. Il y a pas mal de choses qui sont encore à compléter, à revoir dans ce modèle-là. Et donc la formation de la matière, les particules, toutes les lois comme l'attraction universelle, les forces électromagnétiques, les interactions faibles, fortes au sein des atomes, toutes ces choses-là, en fait, sont dérivées des propriétés de ce fluide cosmique universel. Donc, c'est vraiment la théorie de la grande unification, hein, dont les esprits sont venus nous donner des éléments. Alors, ils ne vont pas plus loin. Ils disent juste qu'il y a un fluide qui est à l'origine de tout, hein. Maintenant, le reste, qu'est-ce que c'est que ce fluide, comment il est, comment on le conçoit, dans quelles conditions il se condense ou pas, ça reste à étudier par la science. Vincent? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire dans l'univers et ce fluide vital qui serait l'énergie noire et la matière noire qui serait le fluide cosmique universel et qu'on n'arrive pas trop pour l'instant à définir et on sait qu'il existe puisque l'univers ne serait pas en expansion s'il n'existait pas et que l'équilibre de l'univers est possible grâce à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour l'instant, on le définit comme matière noire et énergie noire. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Euh, on peut faire un parallèle dans le sens où, si c'est de la matière ou de l'énergie, c'est aussi une forme de transformation du fluide cosmique universel. Maintenant, ce que j'ai vu récemment, bon, en fait, c'est clairement le fait qu'il y ait 95% de matière ou 97% d'énergie, qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est une anomalie dans le modèle actuel, dans le paradigme actuel de la science. Mais il y a quelques approches maintenant qui commencent à, à changer. Alors, je vous rappelle, hein, cette matière noire, je crois que tu l'as dit, Vincent, l'univers, il est en expansion, donc la science arrive à mesurer la vitesse d'expansion de l'univers et en fonction de tout ce qui est observé dans le cosmos, en utilisant des équations physiques, on arrive à calculer quelle devrait être l'expansion. Et en fait, on est obligé de considérer qu'il y a 95% et 97% de matière et d'énergie noire qu'on ne voit pas, pour pouvoir expliquer comment l'observation de l'expansion de l'univers, pour que ça colle avec les calculs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit je sauve ma formule et je dis, il y a quelque chose de noir qu'on ne voit pas quelque part, soit il faut se dire, les calculs sont peut-être pas si justes que ça, il y a peut-être des choses encore à revoir dans le modèle ou en changer de paradigme, si vous préférez. Et il commence à y avoir quelques approches, hein, qui vont dans ce sens, notamment au niveau des trous noirs. J'ai vu aussi que même la notion de trou noir commence tout doucement à être remise en question. Donc, vous voyez, c'est ça qui est passionnant dans la science, hein, c'est que, et ça fait d'ailleurs partie de la science, hein, on pense que quelque chose est vrai,
jusqu'au moment où quelqu'un vient démontrer que c'est faux ou que c'est incomplet. Hein, voilà. Donc, la science, elle est comme ça, elle est par nature évolutive. Hein. Et ceux qui s'accrochent à leurs équations, à leurs modèles, refusant d'observer les anomalies, en fait, ils travaillent contre le progrès de la science. Hein. Donc, il faut être conscient. Il y a des choses dont on est sûr, mais qui demain seront remises en cause. Hein. Un des plus grands exemples qui est cité dans la littérature là-dessus, c'est le modèle classique, hein, la mécanique classique newtonienne, avec la pomme qui tombe de l'arbre, qui a été remise en cause au début du XXe siècle par Einstein, donc qui a dit ben, la mécanique classique, elle est valable dans certaines limites, mais si on dépasse ces limites, il faut passer à un modèle plus complet qui est donc la théorie de la relativité. Hein, je le fais simple. Donc, qui n'a pas dit que Newton a faux, mais qui dit que Newton, il a juste dans certaines limites. Hein. Et pour expliquer les anomalies, ben, il faut dépasser ces limites et aller plus loin. Voilà. Donc, la science, en fait, c'est ça, elle évolue. Hein. Aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps, on était à peu près sûr du la science était à peu près sûre du Big Bang, et puis là, ben, voilà, avec d'autres observations, on commence à être remise en cause. Donc, je pense que cette quête pour arriver au fluide cosmique universel, elle prendra encore du temps. C'est pour ça que les esprits ne sont pas allés plus loin. Hein. Ces questions de matière noire et d'énergie noire dont parle Vincent, ça fait partie de ces anomalies du modèle actuel, hein, qui vont donc pousser la science à réfléchir et à trouver des modèles qui permettent de résoudre ces anomalies pour essayer de nous expliquer un peu mieux que juste avec l'adjectif noir, qu'est-ce que c'est que cette énergie et qu'est-ce que c'est que cette matière qu'on n'arrive pas à détecter. Hein. Voilà, mais je pense, on peut faire un parallèle, comme tu le dis, Vincent. On est sur le chemin vers ce fluide cosmique universel, mais à mon avis, il faudra encore un peu de temps pour y arriver. Surtout que euh, l'autre parallèle qu'on peut faire, c'est que euh, notre père esprit, par exemple, nos solars, vous avez tous peut-être lu le livre ou vu le film, il y a des bâtiments, il y a des choses, il existe plein de choses dans le monde spirituel, ici, près de la Terre ou sur les autres planètes et tout, ou qu'on ne voit même pas. D'accord? Ou alors que pour le voir, il faut être en sortie de corps, ou il faut faut avoir une médiumnité qui nous permet de percevoir justement ben, le monde spirituel. Hein. Sinon, ben, on ne le voit pas. Et donc, est-ce que cette matière, elle a une masse nulle? Est-ce qu'elle participe justement à l'attraction universelle? C'est des questions qu'on peut se poser. Effectivement, cette matière spirituelle, elle n'a peut-être pas une masse qui, même si on n'arrive pas à la percevoir, sa masse est peut-être pas complètement nulle. Et ça peut être une des voies d'explication pour mieux comprendre cette matière noire qu'on n'arrive pas à détecter. Hein. Mais bon, là, on est vraiment dans les hypothèses. Hein. Voilà, il faut que la science progresse et réfléchisse pour avancer sur ces sujets. Nous, en tant que spirit, ce qu'on sait, c'est que cette matière spirituelle, elle existe. D'accord? Que en nous, l'être humain, il y a un père-esprit. Euh, je vous rappelle les études qui avaient été faites, hein, je crois que c'était par la NASA ou par les Russes, dans les années 60. Hein, ils avaient détecté que une personne juste avant de mourir et juste après de mourir, il y avait une différence de quelques grammes ou quelques dizaines, 20 ou 30 grammes. Hein. Et il y en a qui en auraient déduit que ben, le père-esprit aurait quand même une masse de 30 grammes. Vous voyez. Alors la masse de 30 grammes, c'est 1000 fois moins que la masse du corps physique, ou même 2000 fois moins. Hein. Un corps physique qui fait 60 kilos, 30 grammes, ben, vous voyez, vous avez un rapport 2000, mais c'est pas nul. Donc il y a quand même, il y aurait quand même une certaine masse. Hein. Et c'est pour ça que ben, pour l'instant, on n'arrive pas à la détecter. Alors, tout ça, ce sont des hypothèses, des conjectures, donc il faut continuer les études dans ce sens pour y voir plus clair. Vincent? Il y a un domaine où, alors, en génétique, on a comme décodé le génome, puis on, on s'est aperçu qu'il y avait toute une part du génome qu'on ne comprenait pas. Donc, il s'est développé en médecine l'épigénétique, et qui explique qu'en fait, on peut intervenir sur notre génome par notre attitude, par notre façon d'être. Et le fait de se sentir bien, ça modifie. Alors,
on a toutes les potentialités d'être malade, en gros. On a les gènes qui nous permettent d'être malades, mais on va pas forcément faire la recette de cuisine qui va nous rendre malades. C'est un peu C'est l'idée ça. hein, de l'épigénétique, c'est les recettes de cuisine qu'on ne va pas mettre en œuvre et qui ne vont pas nous rendre malades. Et on peut aussi, par le biais de cette épigénétique, aller mieux. Et je pense que le fait de comprendre l'univers, de comprendre ce qui nous entoure, nous permet d'être mieux construits, plus stables. C'est ça. Et effectivement, l'épigénétique, ben, il y a une conférence qui est remarquable, hein, je crois que c'est dans Médecine et Spiritualité, vous la trouverez en la cherchant, de Marlène Nobré. Le titre, je me rappelle, c'est La fin de la dictature des gènes. Hein. Quand on avait décodé le génome, la génétique disait, ben voilà, c'est les gènes qui gouvernent tout. Et la fin de la dictature des gènes, c'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Hein. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont des prédispositions à des maladies génétiques, mais qui ne les développent pas, d'autres qui les développent. Et ils ont même vu maintenant que vous prenez un nourrisson hein, qui vient de naître, vous faites son génome, quoi, sa carte génétique, et plus tard, eh ben, il y a eu des changements. Donc ça veut dire, tout ça, ça veut dire que ben, c'est l'esprit en fait qui agit sur le corps au point de pouvoir ajuster. Bon, c'est des changements mineurs, quoi, mais il peut ajuster son patrimoine génétique. Voilà. Et donc ça, c'est une nouvelle science hein, qui apparaît, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et elle est assez promettrice, du moins nous, Spirit, on la voit avec des yeux très prometteurs parce que on sait que les vecteurs, hein, le vecteur qui agit justement sur cette épigénétique, ben, c'est l'influence de l'esprit sur son corps. Hein, ce qui, euh, on sait déjà, maintenant vous avez des dizaines de milliers d'études hein, sur la santé et la spiritualité qui montrent combien hein, l'état d'esprit d'une personne, hein, sans même rentrer dans une personne qui a des pensées positives, qui a du courage, qui lutte devant une maladie par rapport à une personne qui baisse les bras, pardon, et qui se laisse aller, eh ben, l'effet sur le rétablissement ou pas de la santé est immense. Et ça, c'est maintenant établi dans des milliers et des dizaines de milliers d'études qui ont été faites partout dans le monde. Je suis abonné à un site qui justement diffuse ce genre d'études. Eh ben, tous les jours, je reçois 3 ou 4 liens de nouvelles études qui ont été mises sur ce site, quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et donc, ben, on avance, quoi. Pour nous, on y voit l'influence de l'esprit sur le corps. Hein. Et ben, petit à petit, la science finira par se rendre aussi à l'évidence qu'il y a bien quelque chose qui influe sur le corps. Et petit à petit, elle arrivera à une notion comme l'avait fait, comment il s'appelle euh, Claude Bernard, par exemple, hein, qui parlait de principes organisateurs ou de MOB, hein, le modèle organisateur biologique de Hernani Guimarães Andrade ou d'autres qui avaient déjà clairement établi que on ne peut pas expliquer ce qu'on voit dans le phénomène de la vie sans qu'il y ait quelque part derrière une force ou une énergie ou une matrice ou une intelligence ou des données hein, qui influent qui influent, quoi. Et donc, ces données, aujourd'hui, les scientifiques, quand vous regardez Philippe Guillemont, il dit c'est des données qui viennent du vide. Hein. Alors, le mot vide, il est un peu effrayant, mais quand on y réfléchit un peu, c'est pas si effrayant que ça, parce que c'est quoi le vide pour un scientifique? Ben, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Hein. Quand vous sortez, vous éloignez de la Terre, vous sortez de l'atmosphère terrestre, vous arrivez dans l'espace, et dans l'espace, c'est du vide. Hein. Et donc, mais dans l'espace, il peut y avoir nos solars, il peut y avoir des esprits, il peut y avoir plein de choses. Donc, vous voyez, le vide inclut le monde spirituel. Donc, quand on comprend le mot vide comme ça, il est nettement moins effrayant. Et on se dit, bon, ben voilà, c'est le premier pas, mais ils vont continuer. Hein, la nécessité qu'il y ait de l'information qui vienne de quelque part. Voilà. Et donc, c'est toujours ce fluide cosmique universel qui est à l'origine
donc de tout ce qu'on observe dans l'univers, et aussi même de ce qu'on n'observe pas. Alors, sous le rapport matériel, maintenant, on va prendre nos yeux physiques de la matière. Il n'y a que des êtres organiques et des êtres inorganiques. Alors, qu'est-ce que c'est que des êtres organiques et des êtres inorganiques? Alors, le mot être, il est peut-être un peu, voilà, il faut l'interpréter. Bon, tout ce qui est organique, ben, c'est ce qui vit, hein, et tout ce qui est inorganique, ben, c'est ce qui ne vit pas. Hein. Donc, mais alors, du coup, ce qui ne vit pas, est-ce qu'on peut le qualifier avec le mot être? Là, vous voyez les difficultés qu'on a dans le vocabulaire à employer pour ces concepts nouveaux, quoi. Hein. Et donc, voilà, une pierre, un caillou, hein, c'est inorganique, il n'y a pas de vie dedans. Ça ne veut pas dire que dans un caillou, il ne peut pas y avoir, comment dire, le caillou ne peut pas être imprégné de fluide, comme on le dit. Hein. Quand on parle beaucoup des cristaux et de ce genre de choses, hein, il y a tout un commerce qui se fait autour de cela. Ben, la matière, elle peut effectivement s'imprégner de certaines formes d'énergie qui sont pas forcément matérielles. Mais ça ne veut pas dire que le caillou vit. Hein, parce que le cristal, bon, il est là depuis des millions d'années. Bon, voilà, il bouge pas. Bon, il peut s'imprégner de fluide, mais c'est pas pour autant qu'il est vivant, quoi, qu'il est organique. Que la matière organique, en fait, c'est de la matière végétale, enfin, je sais pas comment le dire. Le compost, par exemple, c'est de la matière organique, quoi. Même si on y met des restes de fruits et tout, bah, à l'intérieur, le compostage, vous avez plein de micro-organismes qui transforment tout ça, qu'on peut remettre après bah, dans les nouvelles plantations et qui vont aider justement à fournir cette matière organique qui, additionnée avec le fluide vital, va faire une fleur vivante, quoi. Et le jour où il n'y a plus de fluide vital, bah, la fleur fane et elle dessèche et elle meurt, quoi, comme les arbres et tout, quoi, hein. Donc, la matière organique constitue tout ce qui est vivant, y compris donc les animaux et les humains, hein, notre corps. Alors, il faudrait regarder quelle est la définition exacte de matière organique, mais les éléments principaux qui la composent, c'est le carbone, l'hydrogène, et puis certains autres éléments qui sont nécessaires aussi à cette matière organique, quoi. Et donc, au point de vue moral, alors moral, c'est pareil, c'est un adjectif qu'on peut un peu discuter. Il y a évidemment 4 degrés qui ont des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. Donc, quels sont ces 4 degrés? Ben, il y a la matière inerte, donc on revient à la pierre ou au cristal, hein, qui constitue le règne minéral. Elle n'a qu'une force mécanique, mais elle peut aussi être imprégnée de fluide, comme je viens de le dire. Après, il y a les plantes, le deuxième règne, hein, donc tout ce qui est végétal. Donc, ce qui compose la plante, ben, c'est le charbon, par exemple, c'est minéral. Le charbon, il est minéral. Hein. Donc, le carbone pur, enfin pur, voilà, tel qu'on le trouve dans la nature. Mais ensuite, le carbone, bon, dès qu'il rentre dans une plante, hein, il se combine avec l'hydrogène, avec d'autres éléments, il forme de la matière organique, comme on dit. Mais c'est le même carbone, si vous voulez, qu'on peut trouver dans le charbon. Les atomes ne sont pas différents quand ils sont associés à de l'hydrogène ou quand ils sont sous forme de carbone ou même sous forme de diamant, parce que vous savez que le diamant, c'est aussi une forme de carbone. Hein. Le diamant est constitué de carbone. Hein. Et c'est pour ça que ben, quand on s'alimente, par exemple, on peut s'alimenter aussi avec des minéraux. Hein, quand il y a certains suppléments alimentaires qui sont des minéraux qu'on utilise. On peut, par exemple, quand on a des carences en fer, on prend du fer. Il y a même des gens qui mettent des clous dans les casseroles pour que les atomes de fer des clous rentrent dans les aliments et puis que on les ingère. Donc c'est bien l'atome de fer minéral, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui ensuite vient se combiner là où il est nécessaire dans le corps physique, hein, avec cette matière organique. Donc c'est ce qu'il nous dit là, hein, composés de matière inerte, sont doués de vitalité. Donc une plante vit, donc elle vit et elle meurt. Hein. Après, vous avez les animaux qui sont toujours composés de cette matière inerte, qui sont aussi doués de vitalité et qui ont en plus une sorte d'intelligence instinctive
limités, avec la conscience de leur existence et de leur individualité. D'accord? Donc, les animaux, c'est déjà le degré en plus des plantes. C'est pour ça que c'est le troisième règne. D'accord? Et vous avez le quatrième et le dernier, qui est l'homme, ayant tout ce qu'il y a dans les plantes et dans les animaux, qui domine toutes les autres classes par une intelligence spéciale. Donc, ce n'est pas que de l'instinct, il y a déjà de l'intelligence et le libre arbitre qui se développe, indéfinie, qui lui donne la conscience de son avenir, la perception des choses extramatérielles et la connaissance de Dieu, hein, que les animaux n'ont pas. Alors, là aussi, il faut. C'est pour ça qu'il dit au début, est-ce que les animaux n'arrivent pas à percevoir les choses extramatérielles? Bon, ben non, les animaux, les chats, les chevaux, vous avez plein de récits un peu partout, de phénomènes où on voit très bien que quand il y a un esprit ou un fantôme, ben, les animaux le perçoivent également. Hein. Rappelez le film Ghost, peut-être, hein, avec. Il n'arrive pas à attirer l'attention de sa compagne, hein, de sa veuve, mais il a réussi à attirer l'attention du chat qui, en sautant, a attiré l'attention de sa veuve. Hein. Donc, c'est un peu une caricature, mais qui est vraie, hein, qui montre que ben, les chats ou les animaux arrivent à percevoir les esprits. Et vous avez plein de récits, notamment de Bolzano, hein, les manifestations métapsychiques et les animaux. Hein. Il a écrit tout un livre sur le sujet, donc qui montre clairement que les animaux peuvent aussi percevoir le monde spirituel. D'accord? Voilà. Eh ben, on a terminé pour les points principaux. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on vient de voir? Alors, j'ai vu que dans la Oui, moi conversation, j'aimerais bien voir votre lien. quel Si vous lien? pouvez nous donner le lien qui vous donne quelques informations chaque jour. Ah, alors attendez, comment ça s'appelle? Je vais ouvrir Outlook. Tagada. Voilà, alors ça s'appelle. Où est-ce que je vais vous trouver ça? Ah oui, c'est Academia, ça s'appelle. Vous pouvez nous le mettre dans le lien dans la conversation, Je s'il n'ai vous pas plaît? vraiment de lien parce que je les Academia, reçois. d'accord. Je vais vous montrer comment je les reçois, vous voyez. Donc, c'est academia-mail.com. Bon, c'est un site sur lequel ben, je suis une fois allé consulter puis télécharger quelque chose. C'est un site, en fait, qui est utilisé par des universitaires et qui regroupe plein de documents et d'études universitaires diverses et variées. Vous avez parfois des documents spirites dedans. Donc là, je vous montre un des liens. Donc, une fois que vous êtes abonné, vous recevez, et chaque fois qu'il y a un nouveau lien sur un sujet qui vous intéresse, vous recevez le mail. Et donc là, vous voyez, bon, bah, c'est un document en portugais, bah, il y en a en anglais, il y en a dans toutes les langues, qui s'appelle, intitulé Spiritualité et religiosité, donc les soins palliatifs, quoi et pour qui. Voilà, donc c'est un document qui a été écrit en 2021 par cet auteur-là. Et donc, quand on clique sur le lien ici, ça vous ouvre un écran. Vous voyez, c'est academia.edu. Voilà, c'est ça le lien. Ça y est, je vous l'ai mis dans la conversation. Ouais, c'est ça, academia.edu. Et donc, alors, bon, on peut s'abonner, alors c'est 1 ou 2 € par mois. Moi, j'ai toujours refusé de le faire. Alors, c'est vrai que, bon, ben voilà, ils vous mettent chaque fois des choses. Vous voyez, on peut s'abonner à un truc premium ou on peut faire des listes, on peut voir. Par exemple, je découvre tous les jours que j'ai plein d'homonymes dans le monde parce qu'il y a plein de documents sur des sujets divers et variés qui sont publiés par des Charles Kempf. Hein. Donc, et puis, donc, quand vous allez dans les téléchargements, normalement, voilà, le document, il est venu là, hein, spiritualité et religieux, et religion, et religiosité. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous Selon recevez ça. citation, Là, Westeros, c'est pas un objets inanimés, document avec des admis revues donc de une âme qui pairs et s'attache à tout. notre âme et la force d'aimer. Vous L'âme voyez, se donc proportionne à sa c'est plutôt une publication qui est peut-être une revue ou quelque chose, mais souvent vous avez des documents émis par des pairs, revus par des pairs, des revues scientifiques, quoi. Hein. D'accord. On peut s'abonner gratuitement. Hein.
Voilà, c'est gratuit. Alors, c'est pas du harcèlement, mais ils vous relancent régulièrement. Tiens, vous voulez pas vous abonner, quoi. Mais il y a un service de base qui est gratuit. Voilà, donc vous avez une présentation, un résumé, voilà, le sommaire, hein, spiritualité, religiosité, dans la pratique clinique, et comment est-ce qu'il faut informer, donner des mauvaises nouvelles aux gens. Alors, bon, c'est un exemple, hein, mais vous avez je vous dis, c'est des centaines, des milliers de documents. Si vous cherchez religiosité ou spiritualité et santé, il y a des milliers d'études, de documents qui existent. Et il y a même ce qu'on appelle, euh, dans le jargon, les études transverses. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez tellement d'études qu'il y a des études qui étudient les études, voyez, et qui montrent quels sont les points communs dans toutes ces études. Donc, ça donne encore plus de force à certains concepts, quoi. Et là, le concept, en l'occurrence, c'est de montrer euh, à quel point la religiosité, la spiritualité, l'état d'esprit d'une personne influe sur sa santé en dehors des médicaments, en dehors des placebos, en dehors de... Donc, ils font les études avec les protocoles et les procédures qui se respectent. Franck? Oui, bonjour, oui. J'avais une question, Charles, mais je risque de passer un peu pour un vilain petit canard là ce matin. Je veux dire, est-ce qu'on peut être spirit sans véritablement prendre en compte toutes ces données scientifiques, enfin ou parascientifiques? Parce que j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de bêtises dans que ce soit lorsque le spiritisme commence à aborder les questions scientifiques. Bon, je dis ça, je me permets de dire ça, je me permets de dire ça en tant que professionnel de santé, quoi. Mais jusqu'alors, aucune étude, strictement aucune, ne montre que avoir un meilleur moral a une incidence sur le devenir d'une pathologie ni de son traitement. Ça dépend par contre énormément de la prise en charge médicale et de la, entre guillemets, de l'adhésion du patient à son traitement. Mais le fait d'avoir des pensées positives, rien, quoi. Et j'ai malheureusement vérifié ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans ma carrière. C'est quelque chose de bien, quoi, de se dire oui, effectivement, mais je pense que c'est une simple croyance, quoi, mais ça n'a pas d'incidence réelle. Enfin, toutes les méta-analyses montrent que non, quoi. Et c'est fait sur des milliers et des milliers de cas. Voilà, ça c'est pas, je veux pas casser le truc, hein, mais c'est vrai que je suis un peu, j'avoue que je suis très très mal à l'aise avec toutes ces soi-disant certitudes scientifiques ou parascientifiques qui mêlent spiritualité et médecine. Non, ça donne rien. C'est bien que tu utilises le mot certitude. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le mot certitude, il faut le relativiser, hein, les certitudes d'aujourd'hui sont souvent remises en cause le lendemain, hein. Donc, c'est un sujet qui est effectivement complexe, hein, et qui demande encore beaucoup de développement pour arriver justement à des modèles qui permettent d'expliquer vraiment ce qui se passe. Cela dit, bon, dans toutes ces milliers d'études, hein, moi, ma perception, elle est quand même un peu différente, hein. C'est que il y a beaucoup de ces études qui ont été faites et publiées dans des revues euh, renommées, hein, qui tendent à montrer que, au contraire, hein, par exemple, il y a des études sur l'effet des prières, hein. Vous avez des malades, je m'en souviens d'une qui avait été citée aussi dans un de ces congrès de l'Association des médecins spirites, où ils étaient dans un hôpital pour enfants, hein, où vous aviez un certain nombre d'enfants qui étaient internés pour une maladie donnée, hein. Et donc, ils avaient fait toute une étude en sélectionnant des enfants avec tous les protocoles de double aveugle et tout, et aussi des groupes de prière. Donc, des enfants pour lesquels le groupe de prière priait
à l'insu des enfants, et ceux qui priaient ne savaient pas non plus pour qui ils priaient. Donc ça déjà, ce sont des conditions qu'on impose de par la méthodologie qui peuvent même à la limite affaiblir un petit peu l'effet, quoi. Et des autres enfants pour lesquels il n'y avait pas de prière. Et ils avaient réussi à établir que il y avait une différence au niveau enfin, le rétablissement de la santé en faveur des enfants pour lesquels il avait été fait des prières. Donc, ils sont arrivés quand même voilà, montrant que c'était statistiquement valable, hein, et donc à mettre en évidence cet effet, par exemple, des prières. C'est une des études qui tend quand même à montrer que si, il y a effectivement un effet qui se fait. Alors, après, bon, est-ce que c'est une certitude? Non, bien sûr que non, hein, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui indiquent justement cette influence de l'esprit sur son corps physique, en fait, parce que c'est ça, ou l'influence des actions ou du monde spirituel sur la santé physique, hein, au niveau des organismes vivants. Donc, je- voilà, moi j'en suis quand même resté là, de par ces dizaines d'années de congrès de médecine, enfin cette dizaine d'années de congrès de médecine et spiritualité auxquels j'ai pu participer, où ont été présentés quand même énormément d'études qui montraient des résultats qui étaient clairement positifs, hein. Voilà. Alors après, est-ce que c'est net? Non. Est-ce que ça a convaincu tout le monde? Non plus, hein, c'est pas la prétention. Maintenant, euh, moi, la grande difficulté de tout cela, c'est que on a du mal à expliquer. Voilà. Je vois aussi beaucoup de bêtises, comme tu le dis, quand on cherche à expliquer comment ça marche, hein. C'est là où beaucoup se trompent, hein. Vous avez des spirites qui disent: ah, ça y est, la matière radiante, ah, même Léon Denis, hein, la matière radiante de Crookes, ça y est, on a mis la main sur le Père Esprit, etc. Ben, pas du tout. La matière radiante, bon, ben, c'est la radioactivité, c'est les électrons, c'est les rayons X, etc. C'est encore loin d'être le Père Esprit, hein. Ils étaient un peu trop optimistes, ils voulaient aller trop vite, quoi. Et ce genre de précipitation, on l'a partout. Il y a des gens maintenant, aujourd'hui, qui disent que, par exemple, la matière spirituelle, c'est de l'antimatière. Ben non, non, l'antimatière, c'est de la matière. Ça ne peut pas être de la matière spirituelle. Il y en a d'autres qui disent: ça y est, c'est le neutrino. Ah non, le neutrino aussi, c'est matériel. Même si le neutrino, on n'est pas tout à fait sûr s'il va plus vite ou moins vite que la vitesse de la lumière, hein. La science n'est pas encore tout à fait claire là-dessus. Mais non, ce n'est pas encore le neutrino, il faut encore aller plus loin pour arriver au Père Esprit, hein. Donc, c'est dans ces domaines, dans ces précipitations-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça va trop vite, mais chez les spirites, et encore plus chez des gens qui utilisent justement toutes ces incertitudes pour essayer de gagner de l'argent, quoi, hein, Ouais. avec toutes ces pratiques parallèles et tout qu'on peut voir ici ou là, quoi, hein. Donc, c'est encore plus condamnable et d'ailleurs néfaste, parce que ça porte préjudice à l'image de l'ensemble. Ouais. Et ce que je trouve, en fait, ce que je trouve inquiétant, c'est un peu la récupération de ce discours scientifique à des fins de, entre guillemets, spiritualité. Mais en fait, les gens ne maîtrisent absolument pas le discours scientifique. Enfin, il suffit de voir. Bon, ça commence à avoir un certain recul. Mais tout ce qu'on a pu entendre au sujet du vaccin contre le Covid, où les gens étaient... Alors, ils dénonçaient le vaccin, mais ils étaient incapables de faire la différence entre ADN et ARN. Enfin, je veux dire, et moi, ça me gêne profondément, quoi. Et à la limite, ça discrédite complètement. Quand on a la prétention de vouloir utiliser des données scientifiques, il vaut mieux savoir de quoi on parle, quoi, parce que sinon, ça devient ridicule, quoi. Ridicule. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, moi, je respecte tout le monde, hein. Je ne veux pas prendre... Personnellement, je me suis fait vacciner, mais je respecte beaucoup les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, hein. Le problème n'est pas là. Maintenant, la question, c'est effectivement, on voit de plus en plus aujourd'hui un rejet de l'autorité scientifique, hein. Et ceux qui rejettent l'autorité scientifique, ce sont des gens qui sont beaucoup moins compétents que les scientifiques qui rejettent, hein. Donc,
Mais d'un autre côté, ce rejet de l'autorité scientifique, on peut le comprendre, il a quand même des racines profondes, parce que est-ce qu'il y a des lobbies? Oui, malheureusement, il y en a. Hein. Qui finance la recherche? Eh ben, ce sont des intérêts privés. Il y a du financement public, mais il y a aussi du financement privé. Et donc, ces financements privés, il dit, moi, je finance les recherches par rapport à ce qui me rapporte des sous. Donc, les arguments qui disent, oui, mais les vaccins, ça fait faire beaucoup d'affaires à des grosses compagnies, ce sont des accusations qui ne sont pas tout à fait fausses, qui ont quand même un fond de Non, réalité. qui ne Et sont moi, pas je tout pense à fait que fausses, mais qui sont, enfin, je veux dire, il n'y a pas médecine d'argument, je suis d'accord avec voilà, toi. la Mais médecine a l'argument toujours du manque de fonctionné. désintéressement, celui-là, il est légitime. Et je pense que c'est là où il faudrait qu'on réfléchisse, hein, globalement au niveau de la science, au niveau du financement des recherches, de la recherche fondamentale et tout ça, de se dire, OK, on ne peut pas non plus rester avec des lobbies, voilà, il faut que la science, si elle veut regagner la confiance, reprenne des positions un peu plus désintéressées, quoi. Comment y arriver? Alors là, je sais pas, j'ai pas de recette, Ça, mais je pense que ce rejet de l'autorité scientifique vient aussi partiellement de là. Et ces arguments-là du manque de désintéressement, ben, ceux-là, ils sont réels. Autant les arguments techniques, comme tu le dis, Franck, voilà, on voit très vite que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a une incompréhension entre les deux, quoi. Mais au fond du fond, voilà, est-ce que parce que c'est toutes les théories que tu m'as dit, les vaccins, mais après, il y a eu aussi, on nous dit qu'ils voulaient mettre des puces à l'intérieur du corps pour nous traquer, pour aller vers le transhumanisme, et j'en passe. Mais voilà, c'est une fois que, si tu veux, la suspicion est là, elle va tout de suite à l'extrême, quoi. Hein. Et je pense que c'est un phénomène un peu comme ça. Donc, pour regagner la confiance, je pense que la science en général, il faut qu'elle revienne à un peu plus d'humilité et à un peu plus de désintéressement. Mais après, bon, ben, il faut payer des salaires, il faut payer les recherches qui coûtent cher. Donc, il faut trouver des solutions pour arriver à une recherche efficace tout en conservant ce désintéressement. oui, après, c'est vrai que, voilà, je pense il faut être conscient que tout ne se fait pas, comme on dit, d'amour et d'eau fraîche. Il y a des intérêts financiers, c'est sûr. Les laboratoires, c'est sûr. C'est pas nouveau. Après, il y a des organismes comme la Haute Autorité de Santé qui essaie en fait de réguler un peu tout ça avec un système, une charte éthique et déontologique. C'est pas parfait, hein, puisqu'on s'aperçoit que même au sein de l'HAS, bon, il y a des orientations très orientées, comme dirait l'autre. Mais voilà, quoi, on est quand même sur un système. Enfin, moi, ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on est quand même sur un système de santé qui est très performant et on n'arrête pas de tirer dessus, quoi. Ouais, Un bah ouais, boulet ouais. rouge. Enfin, bref. Moi, je suis le premier à reconnaître, Ouais. hein, je vous l'ai déjà dit, hein, l'autre jour, je me suis cassé la figure en trottinette électrique. Hein, je me suis cassé le poignet. Et ben voilà, c'est là où on voit les miracles que font la science. Hein. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Alors bon, j'ai dû attendre plus de 24 heures. Bon, c'était le 11 novembre, etc. J'en passe. Et hein, c'est surtout dans les déserts médicaux comme Belfort. Mhm. C'est pas toujours évident. Mais j'étais content de voir le chirurgien arriver. Vous n'avez pas de brancardier? Ah ben non, si j'attends les brancardiers. Ah, puis il m'a emmené lui-même en appelant une infirmière dans la salle d'op parce qu'il avait le créneau. Et donc, ils m'ont mis une pièce métallique là dans le bras. Ben, le poignet qui était cassé, il va beaucoup mieux que le poignet qui n'était pas cassé. Hein. C'est là où on voit les miracles. Combien ils peuvent être précieux et utile dans plein de cas, quoi. Donc ça, il faut toujours absolument le reconnaître, quoi. Mhm. Maintenant, il y a un autre volet dont je vais peut-être profiter pour parler, c'est que donc il y a ce désintéressement, les lobbies, etc., mais il y a aussi une autre difficulté avec l'approche scientifique d'aujourd'hui, c'est une approche qui est parfois un peu dogmatique. Hein, par exemple, le matérialisme, il n'existe rien en dehors de la matière tangible, c'est un dogme. Hein. Les scientifiques reprochent les dogmes de l'Église, mais ils ont eux-mêmes aussi des dogmes.
Et le fait de dire toutes ces questions d'esprit, de spirituel et tout, ça n'existe pas, c'est pas scientifique, faut le laisser à la liberté de croyance de chacun, fait que il y a tout un espace qui est vide, hein, d'ailleurs dans lequel on se trouve nous, en tant que spirit. Ce qu'on est en train de faire ici, on explique des choses qui concernent le monde physique, mais aussi spirituel, hein, c'est typiquement dans ce cours. Et le fait que la science ne s'occupe pratiquement pas ou même pas du tout de tout ce domaine, ce vide fait que, la nature ayant horreur du vide, vous avez plein de gens qui s'engouffrent là-dedans, des gourous divers et variés, des gens qui vont aller exploiter la naïveté et la crédulité des gens pour se faire de l'argent. Et ça, moi je dis, c'est en partie à cause de l'omission, hein, de ce dogme qui font que des personnes sérieuses ne s'occupent pas de conceptualiser un peu mieux toutes ces questions de nature spirituelle, quoi, hein. Donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu, quoi, hein. Un scientifique, théoriquement, il ne devrait pas avoir d'idées préconçues. Il peut avoir un modèle auquel il s'attache, auquel il croit et tout, mais de là à dire qu'en dehors de mon modèle, rien n'existe, là, il va trop loin, quoi, hein. En dehors de dire que la conscience, par exemple, c'est le produit du cerveau, ça peut être OK, mais de là à dire le reste n'existe pas, c'est là aussi où ils vont trop loin. Et ça fait partie aussi de ce rejet de l'autorité scientifique. Tu prends par exemple quelqu'un qui a eu une expérience d'EMI, hein, va chez un médecin ou un psychiatre ou quelque chose, il va lui raconter, voilà, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai passé un tunnel, j'ai vu des aides, des lumières. Bon, pour lui, l'expérience, elle est tellement forte, hein, qu'il n'y a pas de doute. Si le médecin, il le regarde avec un petit sourire narquois en disant, bon, hein, qu'est-ce que cet expérienceur va faire? Il va dire, bon, ouais, il ne comprend pas, bon, c'est pas grave, je le laisse de côté. Tu vois, là aussi, il dit, le scientifique n'a pas d'autorité pour se prononcer par rapport à ce que moi j'ai vécu et dont je suis sûr. Tu vois, et comme il y a de plus en plus de personnes qui ont ces expériences paranormales ou autres, tant que les scientifiques ne regarderont pas ça sérieusement, comment veux-tu que ces gens-là regardent sérieusement les scientifiques? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Oui. là où il faut retrouver. Heureusement, il y a des Pim Van Lommel, heureusement, il y a des Stevenson, heureusement, il y a quand même quelques-uns qui regardent les choses de façon un peu plus sérieuse, mais pas assez, quoi, hein, Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que le système de santé actuel, enfin, je parle de la France, n'a pas malheureusement ni la possibilité d'aborder tous ces sujets-là, étant confronté à des problèmes très très pragmatiques de déserts médicaux, de choses comme ça. Ce que je voulais simplement, et pour pas non plus être, comment dire, préciser un peu ma pensée, c'est que je ne remets pas en cause l'importance de la spiritualité dans la santé globale d'une personne, mais ce que je dénonce en fait, c'est l'utilisation à des fins spirituelles de notions scientifiques qui sont absolument pas maîtrisées et qui aboutissent finalement un peu à décrédibiliser cette approche, quoi. Là, je te C'est donne tout à simplement fait ça, c'est raison, simplement hein. ça. Voilà. Et si jamais tu détectes quelque chose comme ça en moi ou dans mes propos, n'hésite pas à me rappeler et puis à me le signaler. Tu vois, Charles t'a dit telle chose et ça, scientifiquement, c'est pas correct. J'accueillerai ce genre de retour avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, hein, parce Oui, que après, voilà, je ne suis pas parfait non plus, hein. non, non, mais c'est pareil, c'est réciproque. Après, je ne parle qu'à partir de mon expérience c'est plus de la prévention parce que, comme tu disais, il y a tellement de charlatans, d'exploiteurs de la détresse humaine que ça devient indécent par moment, quoi, indécent. Mais quelque part, ces charlatans exploiteurs de la détresse humaine, ils rentrent dans un domaine qui est laissé vide par les gens sérieux qui devraient se pencher sérieusement sur ces questions-là. Le jour où ils se pencheront, ils auront peut-être un peu plus de difficultés à exploiter les gens fragiles et crédules, parce que voilà. Donc nous, Spirit, on rentre dans ce domaine-là, mais on n'encourage absolument pas l'exploitation des gens crédules, au contraire, hein. Donc, mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Les gourous, ça ne manque pas dans ce domaine-là. Ouais. Mais le gourou, s'il n'y a personne pour conceptualiser, pour faire comprendre que ce qu'il fait, c'est du vent, il a le champ libre, hein, il y va.
C'est ça qui... Alors j'avais vu aussi la main de Michel à un moment donné, après il y a celle de Vincent. Non, 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 c'est bon. Tu as répondu en fait, Charles. Merci. D'accord. Vincent? Alors, je ne veux pas relancer la polémique par rapport au domaine médical, mais par exemple, l'homéopathie, ça fait polémique. Ça fait polémique dans le domaine médical et ça vient contrecarrer un dogme qui est matérialiste, puisqu'il n'y a plus que des traces dans le, dans les granules homéopathiques, ça ne devrait pas avoir d'effet. Et pourtant, ça a de l'effet, on ne sait pas comment, mais voilà. Euh, et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, c'est le 19e siècle, c'est quand même un siècle qui est traversé par plein de questionnements. Et un des questionnements de ce 19e siècle, c'est les objets inanimés ont-ils donc une âme? C'est Lamartine qui en parle dans ses poèmes. Et euh, la question n'est pas tranchée. Est-ce que un caillou a une âme? Est-ce que une plante a une âme? Est-ce que voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme? Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est une conscience collective? Est-ce que c'est une conscience créative? On ne sait toujours pas. Après, c'est à la science de creuser le sujet. On sait que maintenant, par exemple, pour les plantes, par les mycorhizes, il y a une communication entre les arbres, mais on ne sait pas sous quelle forme elle est. Il y a beaucoup de choses à... Et je crois qu'il faut mettre en avant, c'est la curiosité des gens. Il faut être curieux, quoi. Même si on ne sera jamais spécialiste de tout. Mais la curiosité, c'est irremplaçable. Des gens qui ne s'intéressent plus à rien, c'est des gens qui sont morts. Et on ne veut pas des gens qui sont morts. On veut des gens qui se posent des questions, qui s'intéressent, qui seront jamais des spécialistes, qui racontent beaucoup de bêtises, mais qui s'intéressent à la science, tout bêtement. En fait, tes remarques sont, comme toujours, hein, très pertinentes, Vincent. Et c'est là où, quand on revoit de nouveau le paragraphe qu'on vient de lire, là, on voit que Kardec, il a été très prudent, hein. Il dit que, voilà, on classe en 4 catégories, minéral, végétal, animal, humain. Mais il dit que c'est pas tranché, hein. Il y a des superpositions. Par exemple, l'éponge, est-ce que c'est un végétal ou un animal? Aux interfaces comme ça, il peut y avoir des superpositions. Et donc, ce qu'il nous dit, hein, il parle donc voilà, le règne animal, il dit il y a en elle qu'une force mécanique. Alors, ou le minéral, pardon, il n'y a qu'une force mécanique. Et donc, ailleurs dans le livre des esprits, il y a un esprit, je pense que c'est dans le livre des esprits, il y a un esprit qui répond, évoquez un rocher, il vous répondra. Hein. Alors ça peut choquer un peu parce que les gens se disent, bah, tiens, le rocher a une âme. En fait, non, tu as des esprits qui viennent pour répondre quand tu évoques tout et n'importe quoi, ça manque pas. Hein. Mais c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire âme? Tu vois, quel est le sens qu'on attache au mot âme? Et tout est là, quoi. Hein. Si on dit que âme, ben, on peut l'utiliser dès qu'un objet peut être imprégné de fluide ou bon ben oui, effectivement, dans ce cas-là, le cristal peut avoir une âme, tu vois. Mais tout dépend de comment on comprend le mot âme. Si on comprend le mot âme avec des formes d'intelligence ou d'instinct, bon ben on peut difficilement l'appliquer à la plante qui pourtant vit, tu vois. Tout dépend de ce qu'on. Et alors il y a des gens qui disent oui, mais le tournesol. Hein, vous avez des phénomènes remarquables hein, chez les plantes, hein, comme tu le dis, les arbres qui se communiquent entre eux. Mais est-ce que c'est quand même, est-ce qu'il y a déjà un instinct ou une intelligence? Est-ce qu'on peut utiliser ces mots-là dans le cas d'une plante? Il faut juste se comprendre sur les mots, quoi. Hein. Et Kardec, qui mettait cette réserve en disant que les limites ne sont pas très bien tranchées, il a fait ça de façon très prudente parce que justement, euh, voilà, on voit des choses en fait qui sont remarquables partout. Hein. Et après, la différence entre l'animal et puis l'humain, c'est Mais je pareil. crois Hein, que, Charles, ce qui nous limite, en fait, c'est l'anthropomorphisme. On ne peut comprendre le monde que par notre corps. On ne peut pas faire autrement que de l'anthropomorphisme, quoi. Se comparer par le corps à ce qui nous environne.
cherche à conceptualiser les choses, quoi. Oui. Et c'est vrai que dans nos concepts, ils sont forcément limités à nos capacités du moment pour établir un concept, pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir faire que les autres le comprennent, etc., quoi. Au fur et à mesure qu'on avance, que l'intelligence, que l'humanité avance, nos concepts s'affinent. Et c'est vrai qu'on est encore loin de tout comprendre, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, dans les principes généraux, est-ce qu'il y a du fluide vital dans une pierre? Probablement pas. Je dis probablement pas, j'ai pas dit pas. Voyez? Est-ce qu'il y a du fluide vital dans un arbre? Oui, probablement, hein. Et d'ailleurs, qui débouche sur des pratiques, hein. À l'époque, on n'était pas encore spirit, quand on allait voir un magnétiseur, il disait, au bout de un certain nombre de patients, je suis fatigué et puis je suis obligé d'aller me ressourcer. Donc, j'ai ma technique, je vais dans la nature, j'embrasse telle essence d'arbre, etc., pour me recharger, hein. Donc, fluidiquement, en fluide vital ou autre. Donc, et bon, il y a plein de choses comme ça hein, voilà, le fait aussi que les plantes vivent, meurent. Voilà, oui, il y a du fluide vital dans la plante, mais dans le minéral, il n'y en a probablement pas. Tu vois. Donc, c'est là où on peut, je dirais, montrer quand même quelle peut être la différence entre une pierre et puis une plante, ou entre une plante et un animal, tu vois. Mais c'est vraiment dans les grandes lignes, hein. On est encore au balbutiement de ce genre de choses, hein. Et c'est pour ça que Kardec a été assez prudent dans sa rédaction. Oui, Charles, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Vincent, parce qu'en plus, cette semaine, j'ai eu un débat sur le même sujet, l'anthropocentrisme. C'est vrai que ça sonne comme étant quelque chose de très négatif, mais c'est une réalité. Je veux dire, on ne conçoit le monde qu'à partir de notre propre nature, de notre nature humaine, de notre conscience humaine, de notre voilà. Je pense que mon chat a une conception du monde qui est félino-centrée. Je ne sais pas du tout comment il perçoit l'univers, mais certains spécialistes disent qu'en fait, pour notre chat, nous sommes, en tant qu'être humain, des chats ayant une forme un peu particulière. Bon, c'est assez rigolo, mais effectivement, c'est une donnée qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger. Nous ne concevons le monde et nous ne pouvons concevoir le monde qu'à partir de notre nature humaine, anthropocentrée. Mais c'est pas du tout négatif, c'est un constat. C'est un constat. C'est une réalité, hein, c'est Une réalité, oui, tout à fait. D'accord. Alors le chat, par contre, il sait que l'être humain qui est un chat avec une forme un peu particulière, c'est quand même celui-là qui va lui donner à manger, qui va Oui. lui donner des câlins et tout, hein. Donc voilà, hein, Oui. Et parce que le chat est très manipulateur. les chiens aussi, hein. Ils sont très gentils, très affectueux, mais est-ce qu'ils sont complètement désintéressés? Ah non, Alors, non, on peut pas leur dire, ouais, non, c'est l'instinct de conservation qui est plus fort en eux, quoi. C'est pas une question de désintéressement ou pas. Ils en sont peut-être pas encore là. Et c'est là, vous voyez, dans ce genre de raisonnement où on peut voir la différence par rapport à celui qui va failloter pour une personne riche pour essayer de lui soutirer de l'argent, hein. Les animaux ne font pas ça à ce degré-là, quoi. Ils le font par instinct de conservation pour l'aliment et autre chose, vous voyez. oui, mais Donc, sans c'est aucune. les degrés de responsabilité, bon, c'est par là qu'on arrive à faire les différences, Ouais. hein. Et sans aucune approche de bien ni de mal. Enfin, je vois cette semaine, je veux dire, voilà, j'ai un chat qui est domestiqué, qui sait faire certaines choses et tout. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des études qui montrent en fait que chez les chats domestiqués, leur degré d'adaptabilité et de débrouillardise entre guillemets augmente sans pour autant perdre leur nature sauvage entre guillemets. Donc voilà, il est là, il a un toit, il est nourri, bon, ce qui ne l'a pas empêché d'attraper un oiseau et de me le ramener très content. Et l'oiseau était encore vivant, quoi. Donc, et il n'a pas du tout compris en fait mon attitude, enfin entre guillemets, pas du tout compris. C'est moi qui interprète comme ça. De relâcher l'oiseau. De relâcher l'oiseau, oui, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de toutes ces lois naturelles dont on est à peine
voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui dans ces différents règnes, ben, on commence à peine. Hein, on est vraiment au tout début, quoi. Bon, il y a Darwin qui est passé par là, des théories sur l'évolution, on sait d'où on vient, on connaît ben, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on était il y a 10 000 ans ou il y a 100 000 ans, hein, nos ancêtres. On a de plus en plus d'éléments justement pour concevoir de mieux en mieux toutes ces choses-là. Et puis je vous rappelle que, je pense que je vous l'ai déjà dit, dans la philosophie spirit, voilà en gros où on en est. Hein. Il y a le fluide cosmique universel et puis il y a ben, ces 4 règnes. Hein, on peut dire ben, c'est rien de vraiment nouveau, quoi. Mais il y a l'aspect spirituel de ces choses-là aussi qui montre que ben, euh, dès que la vie devient intelligente, l'intelligence, elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Donc il faut mettre en parallèle cette évolution qu'on observe sur le plan matériel avec une évolution qui existe sur le plan spirituel. Hein, c'est ça la valeur ajoutée que le spiritisme apporte dans ce genre de réflexion. Maintenant, de là à prétendre que tout est expliqué, non. Hein. Le chat qui est très gentil, qui montre des signes d'intelligence et d'affection, ou parfois de tristesse, de joie et autres, bon, ben, il y a des personnes qui disent, qui croient, hein, ben, mon chat, maintenant, il est prêt. La prochaine fois, il se réincarnera en humain. Bon, pourquoi pas? Mais ça me paraît un peu trop. Voilà. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Hein, c'est peut-être un peu trop rapide, quoi, un peu trop simple. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Par ailleurs, les esprits disent que l'esprit humain est créé simple et ignorant, mais sans science. Alors, comment est-ce que l'esprit du chat devient un esprit humain qui est créé simple et ignorant? Il y a plein de questions comme ça que le spiritisme ne sait pas répondre aujourd'hui. Hein. On a quelques éléments, mais il nous manque encore, il y a pas mal de chaînons qui manquent. Hein. Donc, il faut toujours rester humble par rapport à toutes ces questions. Et je pense qu'il en est de même sur ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette question de spiritualité et santé. C'est vrai qu'il y a des spirites qui vont beaucoup trop vite et qui utilisent effectivement, ou alors un autre exemple, Franck, c'est l'adjectif quantique. Hein, on le voit partout, à toutes les sauces, mais il est utilisé commercialement, quoi. Il parle de choses quantiques qui n'ont rien à voir avec la mécanique quantique. Cela dit, la mécanique quantique, pour laquelle il y a quand même, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de difficultés au niveau de l'interprétation, hein, c'est des phénomènes qui sont quand même assez troublants, hein, pour lesquels on a beaucoup de difficultés à interpréter, comment concevoir l'influence et le rôle de l'observateur, etc. Donc, voilà, il y a certainement encore beaucoup de choses à découvrir dans la mécanique quantique et ce que la mécanique quantique, par exemple, intervient dans l'interaction entre le monde spirituel et le monde physique, ou mieux, de l'interaction entre notre esprit et notre père-esprit et notre corps physique, ça, je pense que c'est plus que probable. Hein. Il y a certainement des phénomènes quantiques qui sont impliqués dans cette interaction. Maintenant, quels sont-ils? On est encore loin de le savoir. Hein. Donc, du coup, ceux qui commencent déjà à proposer des thérapies ou à vendre hein, des thérapies en prétextant, en utilisant cet adjectif quantique, sont, à mon avis, aussi encore très loin de vraiment savoir et de maîtriser, de comprendre ce qui se passe. Après, il y a l'homéopathie aussi. L'homéopathie, c'est pareil. Alors là, c'est Michel qui nous en a parlé un jour. Hein. En France, ben ça y est, la décision a été prise. Une étude a montré que homéopathie ou placebo, c'est pareil. Donc, on arrête de rembourser. Ça arrangeait peut-être voilà, le déficit de la Sécu ou je ne sais quoi. Moi, je suis d'accord avec Michel quand il dit que le problème, c'était un jusque-boutisme. Hein. Tout est homéopathique, il n'y a plus besoin d'allopathie. Ben, on tombe dans un autre extrême. Hein. Et moi, je me souviens, j'allais voir de temps en temps des médecins homéopathes, mais ils te donnaient, tu avais des paquets entiers de petits flacons avec des machins pour tout et n'importe quoi. Bon, ça va un peu trop loin aussi, quoi. Donc, comme dans tout, il faut trouver le juste milieu, quoi. L'homéopathie, certainement, a des bienfaits. Et d'ailleurs, moi, j'en suis convaincu. Hein. Je sais qu'il y a des choses, des produits homéopathiques que je prends de temps en temps. J'en ai un qui est pas loin, là. Hein. Que je prends de temps en temps et qui m'aident énormément. Hein. Certains, par exemple, ont des états grippaux, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est du placebo ou pas? Peu importe. L'essentiel, c'est que ça fonctionne.
hein. On comprendra plus tard comment ça fonctionne. Vincent? Je voulais juste rappeler, tu parlais de quantique, que lorsqu'on ne savait pas encore trop comment fonctionnaient les radiations, on faisait des crèmes au radium. Oui. Les crèmes de jour au radium, ça faisait un beau teint. Mais après, je sais pas les résultats sur le corps, ce que ça pouvait donner, mais ça devait pas être top, quoi. Et voilà, ça a toujours existé. On veut le dernier truc à la mode, et le quantique, tout est quantique, hein. Moi, j'ai un vélo quantique, moi. Quantique, c'est-à-dire? Non, non, j'ai un Ah, il vélo est quantique. électrique et donc Ah tu le ouais, ouais, moi, recharges avec de je l'électricité suis nucléaire. à deux endroits en même temps. C'est même une intrication quantique. Avec mon vélo, je suis à deux endroits en même temps. Tu vois, c'est incroyable. C'est faux. Moi, j'y arrive pas encore. Au, ni- au niveau de la physique quantique, il suffit de prendre un téléphone portable, un smartphone. Au niveau des transistors, fonctionne sur la base d'une mécanique quantique. Là, Ouais. on a vraiment une application concrète. Ça existe aussi en médecine avec les différents appareils Les PET scans et tout ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et là, Et, c'est du concret. Et on sait véritablement l'appliquer et le comprendre. Le comprendre. et l'écran que vous regardez, c'est probablement un écran avec des LED. Eh ben, les LED, c'est quantique aussi, hein. Mhm, mhm. Hein, voilà. Donc, la mécanique quantique, on a plein d'applications technologiques qui fonctionnent, qui sont fiables. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des caméras qui ne marchent pas, hein, ou ou des liens qui... Bon, c'est plutôt au niveau des logiciels peut-être que du Ah. matériel. Et Mais en c'est fait, vrai que la mécanique quantique, on l'utilise tous les jours, tous les voilà. jours. Et la problématique, en fait, c'est de faire le pas. Enfin, moi, perso, c'est un pas que j'hésite. J'ai beaucoup je sais pas, j'arrive pas à faire le pas entre effectivement la mécanique quantique existe et donc notre fonctionnement corporel, physique, psychologique est quantique. Non, je pense pas. On ne peut pas faire un pas comme ça d'aller à la mise en évidence d'une physique qui concerne des nanoparticules ou des choses comme ça au niveau jusqu'à là, jusqu'au vivant. C'est là où en fait il y a quelque chose qui est encore trop prématuré pour affirmer des choses comme ça. Il y a quelques approches quand même qui ont été tentées, hein, par des scientifiques courageux. Je vous en ai déjà parlé, hein, Roger Penrose et Stuart Hameroff, hein, qui ont établi, qui proposent, je dis proposent, hein, une théorie qui dit que dans nos neurones, dans nos cellules, hein, donc, de nos neurones, il y a des nanostructures qu'ils appellent des microtubules. Et je vous rappelle, une nanostructure, en fait, c'est un tube, mais le diamètre du tube, c'est quelques atomes, quoi, hein. C'est vraiment au niveau atomique. Les atomes sont assemblés pour former un tube, mais qui est d'un diamètre vraiment de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule, quoi, hein, tout petit. Et dans ces nanostructures, qui font d'ailleurs de plus en plus l'objet maintenant de recherches scientifiques, il y a des réactions quantiques qui se produisent, hein. Et une des réactions quantiques que Stuart Hameroff et Roger Penrose avancent, c'est la condensation de Bose-Einstein, hein. Donc c'est une réaction quantique qui se produirait dans nos neurones. Donc, qu'il y ait des réactions quantiques à l'intérieur du vivant, ben, moi je dis c'est probable, hein, c'est même très probable. Et donc eux, ils expliqueraient ce phénomène, hein, cette condensation de Bose-Einstein dans ces microstructures au niveau de notre cerveau. C'est là où se situerait l'interface entre le spirituel et puis les neurones, quoi, le matériel, le cerveau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, c'est une théorie qu'ils proposent, hein, et apparemment ils la défendent. J'ai causé encore hier avec un ami qui est docteur en physique et qui est, paraît-il, sur le site Twitter de Stuart Hameroff, hein,
où il y a toujours encore des échanges sur le sujet et dans lequel ben, ils discutent et ils expliquent et ils argumentent sur ce genre de théorie. Donc, moi, encore une fois, je ne dis pas c'est sûr, c'est pas. Non, il n'y a rien de sûr. Mais le fait qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ce genre de choses et qui regardent, qui observent et qui étudient, en tant que spirit, je dis c'est une bonne chose. Hein. Il faut vraiment avancer pour chaque fois mieux comprendre, parce que sûr, on ne le sera jamais. Preuve absolue, on l'aura jamais. Ça n'existe pas, les preuves absolues. Hein. Et même dans les mathématiques. Hein. Je dis souvent les preuves absolues n'existent que dans les mathématiques, mais même dans les mathématiques, les preuves absolues n'existent pas parce que les preuves absolues dans les mathématiques sont toujours conditionnées à des axiomes de départ qui définissent les conditions dans lesquelles on réfléchit. Est-ce que c'est vraiment ça qui représente l'absolu? Ben, on n'en est même pas sûr. Voyez. Donc il faut rester très humble dans tous ces domaines-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, qu'il ne faut pas savoir oser et puis y aller. Voilà, c'est comme on n'aurait pas de téléphone s'il n'y avait pas des gens qui auraient osé hein, rentrer dans ces phénomènes de la mécanique quantique. Delphine? Oui, je vais dire quelque chose de très très simple autour de tout ce qu'on vient de dire. C'est que en effet, on est tous constitués de la même façon, de la même manière au point de vue atome, au point de vue organique. Mais en même temps, on est tous différents. Il y a des choses en fin de compte qui vont fonctionner sur telle ou telle personne et pas sur d'autres. Franck pense aussi que la pensée positive, voilà, ne peut peut-être pas fonctionner au point de vue, on a du mal à faire la relation avec le médical. Mais je pense que quelqu'un qui fait de la méditation et qui arrive par le biais de cette méditation à se sentir mieux et que d'autres disent bah non, moi si je fais de la méditation, ça va pas, ça m'énerve, j'arrive pas. Je pense qu'on doit surtout prendre en considération que tout le monde est aussi différent et que certaines choses, par le biais de ben voilà de la façon dont comme on est éduqué, par l'épigénétique, par eh ben, il y a des choses qui fonctionnent sur l'un et peut-être pas sur l'autre. Et je pense qu'on ne doit pas se dire de mettre telle ou telle chose sur le côté parce que bah voilà, moi ça fonctionne pas sur moi, donc bah non, j'en veux pas. Non, je pense que on devrait toutes les médecines, que ce soit médecine douce, que ce soit la médecine urgentiste, euh, tout ça, ça devrait un jour tous se rassembler autour d'une table par des preuves scientifiques, peut-être aussi par des preuves, des témoignages de d'autres personnes, on devrait constituer quelque chose de comme une médecine, j'allais dire, qui englobe le tout et qui pourrait peut-être donner une médecine qui soit plus adaptée à tout le monde, en fait. Et moi, je pense que c'est ce qui se fait. Hein. On est sur ce chemin-là. Alors, il y a des résistances d'un côté, il y a des résistances de l'autre. Il y en a qui vont trop vite d'un côté, d'autres qui vont trop vite de l'autre. Mais le mouvement global qu'on peut observer, regardez la médecine il y a encore un siècle. Hein. Oui. Regardez la médecine à l'époque de Kardec. Hein. C'était les saignées, c'était. Regardez aujourd'hui, quoi. Donc, on peut pas nier que la médecine a fait des progrès immenses. Hein. Je remercie pour mon poignet. J'avais un cancer, ils m'ont guéri. J'aurais eu ce cancer il y a 50 ans, je mourrais, quoi. Je serais plus là. Mais je La pense, médecine a quand même fait énormément de progrès. Et puis, bon, après, c'est vrai que elle a encore beaucoup de progrès à faire, hein, notamment par le fait qu'on est tous différents. Il y en a qui réagissent plus ou moins bien à certaines choses. Et même ça, c'est de plus en plus pris en compte dans la médecine. Je ne sais pas, pour prendre un exemple, quand vous faites des transplantations d'organes, par exemple, il y a bien des analyses qui sont faites en détail pour dire, ah ben, telle personne, voilà l'organe qui est compatible, donc avec l'intelligence artificielle qui s'en mêle et tout. On avance, hein, les choses avancent justement pour prendre en compte les particularités de chacun, quoi. Alors dans le domaine spirituel, c'est vrai que on a notre libre arbitre. Je pense peut-être la diversité est encore plus large que quand on se cantonne uniquement à l'aspect physique. il y a encore beaucoup à faire, je pense.
Je voudrais faire une petite remarque. Heureusement. Ça va peut-être, gêner, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un choix entre il y a une confusion entre bien-être et spiritualité. Je pense pas que le bien-être soit l'objectif de la spiritualité, et je ne pense pas que la spiritualité soit forcément liée au bien-être. On a parlé méditation, on a parlé de choses comme ça. Je rappelle quand même que si on prend Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, qui sont considérés comme des géants de la spiritualité, bon, certes dans l'hindouisme et dans la philosophie, sont décédés de cancer à un âge relativement jeune. Nisargadatta Maharaj, il clopait, donc il est mort d'une insuffisance respiratoire. Ramana Maharshi est mort d'un mélanome qui a mal tourné au niveau du bras, je crois, et il est mort, il avait 50, il n'était pas très âgé. Et lorsqu'on leur demandait finalement de se soigner, de prendre soin d'eux-mêmes, ça les faisait rigoler, quoi. Pensée positive, il était mort de rire, quoi, quand il disait mais quel rapport, quel rapport. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'interroge énormément. Et beaucoup de gens, à travers une recherche spirituelle, ne recherchent essentiellement qu'un bien-être. Je suis pas certain que ce soit les mêmes objectifs. C'est louable, hein, c'est louable. Je respecte totalement, mais je ne sais pas si... et je pense qu'à la limite, c'est là où s'installe la dérive. Une véritable spiritualité, si elle doit passer par un bien-être, c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles. En fait, je suis d'accord avec toi, mais je vais le dire en d'autres mots, hein, qui peuvent aussi parfois un peu choquer. Le but premier du spiritisme, c'est quoi? Est-ce que c'est de guérir le corps ou est-ce que c'est de guérir l'âme? Tout à fait. Le but premier du spiritisme, c'est de guérir l'âme. Le corps, c'est quelque chose qu'on a temporairement, mais le but du corps, c'est d'aider l'âme à évoluer, hein. Et parfois, hein, c'est la fameuse phrase qu'on dit, la personne qui meurt d'un cancer, elle arrive dans le monde, elle meurt d'un cancer à 20 ans, disons, elle arrive dans le monde spirituel, il y a son guide spirituel qui l'accueille et qui lui dit, tu vois, ton cancer t'a guéri. Hein, il faut voir les choses comme ça, parce que une fois qu'on est dans les œillères matérielles, hein, on se concentre tout sur le corps. Et il faut effectivement prendre soin de son corps. Il faut enfin, moi, c'est mon avis, hein. Il y a des gens qui. Mon père, c'était l'opposé de moi. Lui, il ne voulait pas aller chez le médecin, il ne voulait pas se soigner, etc. Quand tu vas chez le médecin, il te trouve des maladies, il vaut mieux pas y aller, etc. Enfin, je passe les détails. Moi, c'est l'inverse. Je me dis non. Ok, j'ai quelque chose, je me soigne. Pourquoi? Pour pouvoir profiter au maximum de ce corps, mais c'est pour que mon âme évolue. Donc le bien-être pour avoir les doigts de pied en éventail sur une plage dans des îles de l'océan Indien, c'est une fausse. C'est pas ça le bien-être, hein. Le bien-être, c'est avoir un corps sain qui permette justement à notre esprit d'évoluer le plus possible. Et vous avez, je vais même plus loin, je dis que c'est quand on est malade, quand on a des difficultés au niveau du corps physique, ce sont des situations qui souvent sont encore plus favorables pour le développement de notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut jamais perdre de vue où est l'essentiel, parce qu'il y a des personnes qui, obnubilées par le corps, sont prêtes à faire, alors, tout, n'importe où. Ils vont organiser des avions pour aller voir Jean de Dieu au Brésil, alors que finalement, il s'est révélé être quelqu'un de quand même profondément malhonnête, par désespoir de soigner le corps. Non, notre préoccupation première, ça devrait être notre âme, même si le corps, c'est un instrument essentiel pour l'évolution de notre âme et qu'il faut aussi qu'on en prenne soin. Voyez? Donc, c'est là où je dis en d'autres mots, mais ça revient un peu à ce que tu dis, quoi. Le bien-être pour le bien-être, non. Le bien-être, il faut que ce soit dans l'objectif premier, qui est l'évolution de notre âme. Et c'est là où je refais le lien entre les deux, quoi. Alors, j'ai vu la main, encore une fois, de Michel, mais je ne sais pas si j'ai de nouveau répondu sans t'avoir laissé poser la question. Oui, non, c'était à propos de l'homéopathie, puisqu'on parlait de l'homéopathie. C'était pour oui. revenir là-dessus. J'ai juste fait passer un petit lien sur un résumé d'un prof d'hémato de Bordeaux qui avait fait une étude sur l'aspirine.
en homéopathie. Donc l'aspirine, Oui. on sait, à des doses faibles, provoque, pour aller vite, est anti-agrégant plaquettaire. Donc vulgairement, on dit qu'il fluidifie le sang. Par contre, à dose homéopathique, il peut provoquer des thrombis, des petits caillots de sang. Et lui se servait de ça pour faire après des études sur les animaux. Donc, j'ai envoyé l'extrait sur le chat, là. Voilà, si ça intéresse certains. Comme quoi, l'homéopathie, c'est efficace. Et le déremboursement, c'était une volonté, en effet, une volonté, enfin, pas politique, mais scientifique, matérialiste, en disant on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc ça ne marche pas. Voilà. Excuse-moi, Michel, tu as bien mis effectivement étude de l'aspirine à dose homéopathique, mais il n'y a pas de lien. Si, il est juste 2 conversations au-dessus, parce que le temps que je mette ça, il y a eu deux conversations qui ont été Online placées. library, En c'est ça? librairie, ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Et le C'est professeur, riche, hein, c'était... quand même, tout. Il y a Vincent aussi. Merci. Je crois que tous les dimanches matins, là, pour revenir à tout ce qu'on peut dire ce matin, on essaie de répondre à une seule question. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et les réponses sont aussi multiples que les personnes qui sont là ce matin. Et pourtant, on est quand même là ensemble. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on C'est vient remarquable. faire ici, là, sur cette planète? Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Quel est le sens de la vie? Et on essaie d'y répondre. C'est compliqué de répondre à cette question. C'est ça. Le but premier, ben, c'est d'apprendre. Et là, moi, j'apprends aussi avec vous, hein, avec tous les retours, avec Franck, avec voilà, chacun d'entre vous. C'est pour ça que c'est bien quand le cours il est participatif. Et je pense aussi que ben, si vous êtes là et si vous revenez toutes les semaines, ben, c'est parce que vous apprenez aussi quelque chose. Vous tirez des choses qui sont utiles pour vous, pour votre propre évolution, hein, et donc qui nous permettent, comme le dit Vincent, de comprendre toujours mieux le sens de la vie. Hein. Quel est l'essentiel en nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on privilégie? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on évite? Le but, c'est le but du spiritisme, hein, c'est de nous aider à évoluer. C'est le but premier, de faire de sorte que chacun puisse, grâce à ses enseignements, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Charles, ça serait bien si on pouvait mettre en place, avec sous ta direction entre guillemets et bienveillance, peut-être des rencontres comme ça sur des thématiques, sur d'autres thématiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est, je sais pas. Ça serait intéressant. Je pense, ouais. Je pense. Moi, ce que je vous propose, c'est on peut faire un essai, quoi. Et puis après, élargir aussi, hein, pas que moi. Bon, je suis le bénévole qui travaille les dimanches matins pour ce cours-là. Mais bon, après, c'est vrai que si on a des plateformes comme ça, ben, il faudra qu'on essaye d'élargir. Alors, la semaine prochaine à Végimont, on peut peut-être en parler. Je ne sais pas si enfin, quelques-uns d'entre vous seront là. Le but de Végimont, c'est justement comment faire pour que hein, le spiritisme. C'est quoi déjà le thème? Pour progresser, ou je ne sais plus, quelque chose Ouais, comme que le ça. spiritisme, il ait la place qu'il devrait avoir ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, effectivement, ça peut passer par ce genre de sujet. Et moi, ce que j'ai souvent remarqué, je travaille aussi dans de la diffusion en langue anglaise, là, les mercredis soirs. Et donc, on a parlé de différents sujets. Donc, on arrive à voir combien de personnes qui sont là, qui regardent les vidéos après et tout. Et la semaine dernière, ils m'ont dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme thème? J'ai dit, ben, on va prendre le thème de l'euthanasie, puisqu'on est en train de discuter dans notre Parlement en ce moment, quoi. Eh ben, il y a eu plus du double de personnes qu'on avait d'habitude. Donc, c'est là où on voit ben, quelques axes, quoi, parler de ces sujets du moment, quoi, les sujets, parce que la pédagogie pour adultes, c'est ça. Hein. Les enfants, on leur dit, ben voilà, tu vas tracer la courbe d'une fonction, bon, mais ça sert à quoi? Ben non, ben un jour, tu l'utiliseras peut-être, et l'enfant, il se soumet de bon gré, et puis, bon, ben voilà, il accepte ce genre de choses. La pédagogie pour adultes, c'est pas ça. Hein. La pédagogie pour adultes, c'est mon questionnement aujourd'hui, c'est ça, je veux une réponse à ça. Vous voyez, ça fonctionne pas du tout comme les enfants.
Et donc, dans notre travail de diffusion, il faut beaucoup qu'on réfléchisse à ça, rebondir sur des sujets d'actualité. Mais quand je dis actualité, c'est vraiment la question du jour ou de la semaine, quoi. Il faut vraiment rebondir vite. Je pense qu'effectivement, ça peut être un bon... Franck, si tu viens à Végimont, toi, je pense, hein, voilà, ben, ramène ce sujet sur la table et on Normalement, oui. fera quelque chose. Hein, voilà. Alors Charles, donc j'ai mis l'affiche dans la conversation, c'est comment redynamiser le spiritisme. Redynamiser. Ben voilà. Ben donc c'est encore mieux dit que la manière dont je l'ai dit. Hein. Et Charles, ce qui peut être intéressant au niveau des spirites, c'est justement, nous, on a notre point de vue matérialiste d'incarner, et ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir avoir le point de vue, alors peut-être pas des esprits très supérieurs qui sont dans d'autres mondes ou autre chose, mais des esprits qui sont un petit peu au-dessus de notre niveau spirituel et qui nous permettent de porter un autre regard sur notre compréhension du monde. Oui, ben, en fait, c'est quand tu regardes ce que c'est que le spiritisme, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Kardec? Ben, c'est un peu, même sans qu'il le demande au départ, quoi. C'est une invasion du monde spirituel qui est venue par le phénomène médiumnique nous apporter des lumières, des éléments pour mieux pouvoir comprendre le monde spirituel et ses interactions avec le monde matériel. C'est exactement ça qui s'est passé. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que, bon, c'était il y a 160 ans maintenant, peut-être 170 ans bientôt, mais voilà, le spiritisme étant progressif, je pense qu'il faut on reprenne ces choses-là. Hein. Et c'est pour ça que on fait aussi le cours sur la médiumnité, qu'on essaie de la démocratiser un peu plus. On fait des réunions médiumniques. Les esprits nous ont dit, bon, écoutez, dans un premier temps, déjà pour développer votre médiumnité et puis pour aider un petit peu à assainir un peu l'ambiance spirituelle autour de la Terre, commencez déjà par faire du travail d'assistance aux esprits souffrants. Donc on a commencé par ça, mais ils ont clairement dit que il y aura une étape d'après, quoi, où ce mouvement certainement continuera. Quand les esprits estimeront que on est capable dans l'humanité d'aller plus loin, de comprendre par exemple certains des points que je vous ai expliqués aujourd'hui qui n'ont pas été clarifiés, eh certainement ils viendront et le feront. Hein, même malgré nous, si j'ose dire. Hein. Mais si nous, on s'organise d'un côté justement pour y répondre, de notre côté pour y répondre, ça ira d'autant plus vite. Et on se placera quelque part en tant comme collaborateur de cette œuvre qui nous dépasse. On ne demande pas des miracles, hein, c'est pas la question, mais on demande juste d'avoir un autre point de vue, un autre regard sur notre compréhension, pas plus. Hein. Alors, on l'a déjà, hein. Moi, tu sais, ma compréhension depuis que j'ai étudié le spiritisme et par rapport à celle que j'avais avant, elle a quand même considérablement évolué, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, j'en suis là, et c'est la question qui est posée dans le thème du symposium. Bon, comment est-ce qu'on peut redynamiser, quoi, c'est-à-dire aller encore plus loin dans cette évolution de la compréhension de ce qui nous entoure. Voilà. Alors, quelle heure est-il? Il est 9h30. J'ai encore une fois abusé de votre gentillesse, de votre temps et de votre patience. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va regarder le programme. Donc, la semaine prochaine, où est-ce qu'il est passé? C'est l'incarnation dans les différents mondes, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Le 25, incarnation dans les différents mondes, c'est ça. Et donc, voilà, ceux qui sont à Végimont, on se donne rendez-vous à 8h moins 10 dans la salle donjon. Hein. Il faut faire attention de ne pas se cogner la tête dans les charpentes qui soutiennent le toit, mais c'est là-bas où on a une bonne connexion. Donjon ou araignée? Non, c'est dans le donjon, c'est la salle araignée, tu as raison. Ah oui, d'accord. Merci Vincent de me corriger. Elles sont à côté, hein, mais voilà. Voilà. On va remercier tous les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous orienter, nous aider, notre guide spirituel qui travaille sur chacun de nous pour justement faire de sorte que nous puissions en profiter un maximum de tous ces échanges, de tous ces enseignements,
pour le but essentiel de notre vie qui, comme on vient de le dire, c'est l'évolution de notre âme, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et on remercie aussi par le fait qu'il y ait certainement d'autres esprits qui étaient là avec nous pour apprendre avec nous et que là aussi ça puisse être utile pour leur propre évolution. Voilà. Je vous remercie encore une fois infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Je vous dis à Végimont pour ceux qui viennent et puis donc à dimanche prochain pour ceux qui ne peuvent pas venir à Végimont. À dimanche. Merci Charles, merci à tous. À Merci dimanche. beaucoup. Bon Au revoir. dimanche. Merci. Charles, je dois te parler. Voir si tu passes sur Luxembourg pour répondre. Ouais, je